je vais rendre au Gange ce qui appartient au Gange, et nous allons parler donc de cette croisière. Là, pour le coup, croisière, à proprement parler, dans ce fleuve sacré, très certainement le fleuve qui, dans l'inconscient collectif, je dirais, est le fleuve sacré par excellence, hein. C'est là où les hindous viennent purifier leur karma, hein, comme on dit. C'est ici que vous connaissez toutes ces grandes scènes d'Indiens qui viennent se purifier dans le Gange, et ici aussi qu'on vient répandre ses cendres après les grandes crémations, hein, qui sont une étape de la vie après la mort dans toutes les grandes cultures, dans toutes les grandes spiritualités indiennes. Et donc vous avez voilà, le Gange qu'on ne présente plus. C'est un voyage qui notamment commence et se termine à Calcutta. Donc ville par contre, elle, très coloniale dans sa culture, dans son architecture, dans son œuvre plastique. Donc vous allez aussi avoir une double dimension, je dirais, dans ce voyage, un voyage à travers sur les eaux d'un fleuve sacré, et en même temps un voyage assez marqué, assez positionné dans le temps, à travers une période assez récente de notre histoire. Pour vous accompagner, vous allez avoir la chance de partir avec Jean-Christophe Bangabri, qui est un spécialiste qui travaille pour nous depuis un petit moment maintenant, mais qui, lui, a travaillé, est un véritable spécialiste de l'Inde. Je l'ai eu au téléphone, alors on se rencontre assez peu, hein, entre personnel navigants, parce qu'on est toujours un peu aux quatre coins du monde, mais j'ai eu la chance d'échanger avec lui sur certains sujets un peu culturels. On échange quand même si nécessaire, hein, parce qu'on se sert de l'expertise des uns et des autres. Et il est extrêmement sympathique, et c'est vraiment un puits de savoir. Donc je pense qu'il vous rendra ce voyage d'autant plus agréable. Votre bateau, alors là encore, hein, là on est vraiment en 19e, il manque, vous voyez un peu cette devanture un peu coloniale, il manque quasiment que la roue à aubes là pour que l'image soit parfaite. Donc un très beau bateau avec voilà, avec son intérieur son intérieur très, très, très victorien, hein. On a l'impression qu'on va fumer des cigares avec des lords anglais en évoquant les différents voyages qu'on a réalisés. Vous avez le restaurant, très important, hein, croisière indienne, hein, une aventure en soi, hein. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des plats européens, et puis après des plats un peu plus locaux et plus ou moins épicés. Donc voilà, sachez-le, vous avez aussi une véritable aventure qui se jouera au restaurant, mais en même temps, le patrimoine culinaire indien est un des plus grands patrimoines culinaires du monde. Donc forcément, ça sera aussi extrêmement intéressant à découvrir pour les voyageurs. Et ensuite, voilà, le Pont Soleil, où vous pourrez admirer la navigation depuis du Gange, depuis votre bateau. Des cabines ensuite, encore une fois dans un style très, très colonial, très victorien, avec ses petites mosaïques, ses fresques, etc. Donc des différentes cabines, hein, n'hésitez pas à en demander plus de précision, et très agréable. Alors à Calcutta, vous allez commencer votre voyage, et dans ce voyage, vous allez commencer par la visite d'un temple jain. Alors je ne sais pas si vous situez un peu ce qu'est le jaïnisme d'un point de vue spiritualité indienne. C'est toutes les spiritualités indiennes partagent des fondements, ont des expressions très singulières, mais partagent des fondements assez communs. Donc vous avez par exemple les yogis qui... alors les fondements communs, c'est assez simple, c'est que le monde n'est que souffrance. Malheureusement, je suis navré de vous l'apprendre, mais c'est la vérité dans le monde indien. Le monde n'est que souffrance. La mort ne permet même pas de s'échapper de cette souffrance, parce qu'à la mort, vous vous réincarnez et vous continuez à souffrir. C'est quand même... on pointe souvent du doigt d'ailleurs le côté un peu terrible des religions du livre, du bassin méditerranéen et de leurs péchés originels, etc. Et on voit souvent les spiritualités orientales plus souriantes, plus ventripotentes parfois. Il n'en est rien. Il y a aussi un postulat de départ assez pessimiste. Mais chacune de ces spiritualités a néanmoins
une sotériologie propre, c'est-à-dire un moyen d'atteindre le salut et de sortir donc de ce cycle des réincarnations. On connaît le nirvana bouddhique, etc. Chacun de façon assez originale et différente. Les yogis vont méditer donc, et jusqu'à ce que le corps et l'esprit s'alignent, se rejoignent d'une certaine façon. Et pour atteindre le nirvana, les bouddhistes vont essayer par une action plus morale et par le juste milieu, l'action juste, de s'émanciper de ce cycle de réincarnation. C'est très certainement le jaïnisme qui a une des expressions les plus singulières d'échapper donc à ce cycle de souffrance et de réincarnation. C'est par l'expression et par la recherche de la non-violence. Alors on connaît le principe de non-violence, hein, la non-violence c'est quelque chose d'assez commun qu'on associe naturellement au monde indien, notamment à travers Gandhi, qui a été quand même le grand apôtre de la non-violence. Et d'ailleurs, le concept de non-violence vient d'ailleurs plus du jaïnisme que du monde indien, qui peut être d'ailleurs un peu dur hein, parfois, du monde hindou notamment. Le jaïnisme, lui, va prôner donc la libération par la non-violence, ce qui va donner des comportements assez originaux, c'est-à-dire que, évidemment, interdiction totale de manger toute forme d'animaux, hein, donc un régime végétalien très strict, hein, pas seulement végétarien, mais pas d'œufs, pas de lait, etc. Souvent, les jaïns ont un masque devant la bouche, ce que je devrais avoir là tout de suite, avec une petite quinte de tout, pour éviter de manger des insectes et des bactéries, parce que ça serait ôter des vies. Et souvent, ils balayent devant eux avant de marcher aussi, pour éviter d'écraser des formes de vie. Donc on a encore une fois quelque chose de très indien, c'est-à-dire qu'une application extrême d'un principe qui est ici la non-violence, et que vous retrouvez dans différentes... et vous retrouvez ces spiritualités très particulières, un peu partout en Inde. Donc, un temple jaïn pour commencer votre visite de Calcutta. Ensuite, vous allez découvrir le musée indien, donc très beau musée, hein, aussi victorien, comme beaucoup de bâtiments que vous allez voir. Alors, on parle beaucoup des écueils, des mauvais aspects de la colonisation, et c'est tout à fait normal. Il y a certains aspects plus positifs, bien sûr, comme la volonté scientifique de recenser, d'exposer, d'éduquer les différentes populations sur les différentes expressions culturelles des zones découvertes. Et ce musée indien est un des premiers grands musées ethnographiques que l'on trouve donc ces grands musées. Voilà, l'ethnographie, l'anthropologie étaient les grandes sciences de la colonisation, pour le meilleur et pour le pire aussi, malheureusement. Mais ici, plutôt pour des bonnes raisons, avec donc des premières collections sur la culture indienne découverte au XIXe siècle par les colons anglais. Vous allez aussi découvrir à Calcutta pléthore de bâtiments, de grands bâtiments d'ailleurs, hein, de grandes bâtisses, hein, rares, coloniales. Ici, on a donc le Mémorial Victoria, donc un bâtiment assez étonnant, hein, très, très classique dans ses formes, hein, un peu Renaissance, architecture Renaissance, avec quelques formes qu'on retrouve, un peu des formes d'architecture moghole. Vous voyez, moghole, c'est l'architecture du Taj Mahal notamment, avec ces chapiteaux en forme de bulbe un peu là. Et vous avez donc une architecture très, très intéressante que vous retrouvez à Calcutta, nombreux autres bâtiments. Eh ben. Alors, ensuite, navigation oblige, vous partirez pour la ville de Bandel, où vous découvrirez cet incroyable bâtiment, le Hogli Imambara, qui est une mosquée. Alors une mosquée, encore une fois, très teintée d'influence anglaise, mais une grande mosquée chiite, avec notamment une grande cloche victorienne, et donc un bâtiment très, très atypique. Ensuite, vous allez continuer votre navigation, et à Kalna, découvrir une architecture très originale aussi, et notamment les temples de Shiv Mandir. Ces temples qui, vous allez le voir, sont riches de nombreuses fresques représentant notamment les grandes épopées indiennes. Alors vous avez de nombreuses épopées, mais vous avez principalement deux textes fondateurs qui sont le Ramayana, pour ceux qui ont voyagé en Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est a représenté énormément le Ramayana. Vous savez, ces singes dansants, etc. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voyager sur le Mékong. Ça vient d'ici. Donc c'est le Ramayana indien, représenté ici aussi. Et aussi le Mahabharata, la Bhagavad Gita, donc les exploits des avatars de Vishnu,
notamment Rama et un certain Krishna. Des très belles fresques aussi que vous verrez. Ensuite, vous continuerez votre navigation, vous rendrez à Mathiari, où vous verrez notamment la maîtrise du laiton et d'autres formes artisanales, donc à Mathiari. Ensuite, à Couchebag, vous verrez... Alors, donc voilà, vous allez visiter... Là, c'est un endroit assez intéressant parce que, outre la richesse architecturale, vous êtes aussi pas très loin d'une des grandes batailles, d'un des grands champs de bataille qui a changé la destinée de l'Inde, où le divan du Bengale a perdu contre les armées anglaises, le divan du Bengale qui était soutenu par l'armée française. C'était un peu notre défaite à nous aussi, à la moitié du XVIIIe siècle. Et donc, ça a été le début, dans cette région, de la colonisation anglaise à proprement parler. Baranagar, où là, vous allez avoir le temple de Charbangla, qui est aussi un très bel exemple d'architecture, de terre cuite, très beau, très particulier aussi, mais renommé dans toute l'Inde, qui montre aussi la profusion des différents styles indiens, même dans cette région du nord-est de l'Inde. Alors là, Mourshidabad, vous avez cet immense palais, alors complètement dorique, hein. Là, on est vraiment le classicisme le plus classique, le palais du 19e siècle, évidemment très influencé par les Occidentaux. Là, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais vous avez aussi ces grandes bâtisses. À Mayapur, vous avez... Ça, c'est un endroit spirituellement très important aussi de l'Inde, mine de rien. C'est au XVe siècle. Vous avez un des courants dominants, d'ailleurs, aujourd'hui, je pense, peut-être le courant dominant de l'hindouisme actuel. C'est donc, vous avez toutes ces formes d'expression de la spiritualité indienne. Et la forme dominante aujourd'hui, c'est la bhakti. C'est cette forme assez proche de notre forme religieuse à nous, qui est atteindre le salut par la dévotion. Un peu comme le salut qu'on atteint, enfin un peu comme nous, la dévotion envers ce mélange d'amour et de prosternation envers des formes divines, comme nous dans le catholicisme envers le Christ ou la Vierge Marie. Ici, le salut par la dévotion, c'est ce qu'on appelle principalement la bhakti, et c'est Krishna que l'on adore, voilà, depuis le XVe siècle, la divinité majeure, c'est difficile à dire, mais parce que le phénomène religieux indien est si complexe, mais est une forme d'expression du divin majeure, en tout cas depuis ce moment-là en Inde. Et c'est notamment dans ces sept bhakti, ces 7 formes d'adoration de Krishna, qui a pénétré après la Seconde Guerre mondiale de façon complètement fulgurante dans tout l'Occident. Vous avez eu des mouvements spirituels, religieux indiens, très souvent classifiés comme sectes d'ailleurs, hein, en France. D'ailleurs, tout ce qui est bhakti, tout ce qui est Krishna, enfin les grands temples de Krishna sont souvent classifiés juridiquement comme des sectes, hein, c'est comme des dérives sectaires même, comme on dit. Et en fait, ça vient d'une expression, alors un peu détourné de ce culte de Krishna, de la bhakti, qui est né en fait au XVe siècle à Mayapur. Donc c'est quand même un lieu religieux très, très important. Chandernagore, alors là un peu moins de hache, donc un peu moins puissant au Scrabble malheureusement, mais c'est quand même un lieu très important, notamment parce que c'est un des endroits clés de la présence coloniale française, avec le palais Dupleix, qui était donc Joseph-François Dupleix, le commandant des Indes orientales françaises, et qui avait pour projet, c'est débattu chez les historiens, mais vraiment de créer au XVIIIe, le premier empire colonial, le premier grand empire colonial français. Malheureusement, l'histoire en a décidé autrement. Vous avez encore des bâtiments type église du Sacré-Cœur, avec une influence très, très occidentale, encore une fois. Vous retournerez à Calcutta, et à partir de là,
chacun retournera chez soi. Je vous accompagnerai en général, enfin là, ça sera pas moi, un accompagnateur vous accompagnera en général jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle, et cetera. Ça sera le moment des adieux. Jusqu'à un prochain voyage, bien sûr. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à demander notre catalogue et ou à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. En attendant, je vais essayer. Merci à vous.